comprendre comment nous sommes passés de femmes et d'hommes libres à esclaves modernes, faisons un petit retour en arrière. Alors avant toute chose, je tiens à dire que ce petit tour dans le passé n'est que factuel. Je mets juste en lumière des causes du passé pour essayer de comprendre nos comportements actuels d'immobilité d'un point de vue psychologique face à des formes de dictature imposées qui grandissent de jour en jour. Allez, machine à remonter le temps, fin XVIIIe siècle, qui a marqué l'ère de la révolution industrielle. Avant 1750, dans la vie quotidienne, la plupart des gens travaillaient dans des affaires familiales et c'était la famille qui réglait les problèmes de chacun de ses propres membres. Il y avait un lien familial très fort, créant un respect et une forme de confiance. Quand quelqu'un tombait malade, c'est la famille qui s'occupait d'elle. Quand les personnes âgées de la famille ne pouvaient plus se gérer seules, alors les plus jeunes prenaient soin d'eux. C'est d'ailleurs encore ce qui se passe aujourd'hui en Indonésie. Aujourd'hui, l'État, avec l'assurance santé, a remplacé la famille pour les soins du quotidien. Quand on est malade, on va voir le médecin agréé et remboursé par le bon samaritain, l'État-providence. Et si mamie ou papy sont trop vieux, on les place dans les maisons de retraite. L'État les prend en charge jusqu'à un certain point, bien sûr. À l'époque, c'était les enfants qui assuraient la fin de vie des parents. Et voilà comment l'État a pris la place d'un des premiers membres de la famille. Quand on voulait construire une maison ou un projet, on se réunissait et chaque membre de la famille levait des fonds. Il y avait l'oncle François et la cousine Janine qui avaient des moyens. Voici François et là, Janine. Si la famille ne pouvait pas, alors c'était la communauté locale qui était appelée et qui venait en aide. Aujourd'hui, le système dans lequel nous vivons a remplacé l'oncle et la cousine par des établissements financiers que nous appelons des banques. D'ailleurs, nous faisons plus confiance aux banques qu'aux membres de notre famille pour y placer notre argent, n'est-ce pas? Et voilà comment l'État a pris la place d'un deuxième membre de la famille. Mais continuons. L'éducation était donnée par les membres de la famille et suivant leur classe sociale, certains n'en avaient tout simplement pas. Mais le lien familial était présent. Aujourd'hui, l'éducation est tenue et contrôlée par l'État-providence, si bien que les parents n'ont plus beaucoup de place dans les idées qu'ils pourraient offrir à leurs enfants. Et les enfants n'ont tout simplement pas le choix d'apprendre ce qu'ils veulent, car l'école est rendue obligatoire jusqu'à 16 ans. Et tout le monde doit apprendre la même chose, au même moment, dans le même ordre. Ça s'appelle aussi la pensée unique. Et voilà comment l'État a pris la place d'un troisième membre de la famille. Mais poursuivons. Quand on se faisait embêter dans la rue, on allait chercher Paul, le grand frère, et Jacques, le cousin. Ça c'est Paul, et ça c'est Jacques. C'est eux qui venaient régler les comptes, et aujourd'hui, le frérot et le cousin sont remplacés par les forces de l'ordre, les policiers, les CRS, pris en charge financièrement bien sûr par le père des pères, l'État-providence. Et voilà comment l'État a pris la place d'un quatrième membre de la famille. Mais ne nous arrêtons pas là. Lorsqu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord, ou lors d'un crime, il y avait toujours la mafia familiale, ou relation très proche, ou connaissances, qui venait calmer le jeu et régler les problèmes. Aujourd'hui, ces cousins et amis éloignés ont été remplacés par la justice, les juges, qui appliquent des lois marquées dans de grands livres, lois qui ont été créées au fil des générations par ceux qui nourrissent ces mêmes juges. Ces lois d'ailleurs sont rarement remises au goût du jour. Exemple, les associations de loi 1901. On est juste en 2020. Je rappelle qu'en 1901, il n'y avait pas d'internet, pas de TV, pas de téléphone, pas d'avion. Par contre, les lois sur les taxes, elles, datent aussi de 1901. Bref, un bon ordi ou une intelligence artificielle ferait l'affaire pour remplacer la justice d'aujourd'hui. Ce qui commence d'ailleurs à apparaître aux USA. La justice et les juges, pris en charge tout de même par le Dieu des dieux, l'État-providence, et bien sûr un avocat commis d'office pour tous les citoyens. Et voilà comment l'État a pris la place d'un cinquième membre de la famille. Alors bien sûr, il y avait des problèmes à ça. Les femmes ne pouvaient pas choisir eux-mêmes leur époux sans demander la permission aux parents, car c'était aussi les membres de la famille qui s'en occupaient. La même chose pour leur travail, c'était les parents ou influents de la famille qui choisissaient pour eux. Tout n'était pas rose comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais, je le répète, je ne fais aucun jugement sur l'État-providence et le système actuel, ni sur le fait que vivre avant était mieux ou moins bien qu'aujourd'hui. Ce
n'est pas l'objet de cette vidéo. Je cherche juste à comprendre l'immobilité face à des décisions de dictature à notre égard, et ce, d'un point de vue psychologique. Pour pouvoir arriver à prendre le contrôle sur les citoyens et briser réellement le pouvoir de la famille et de la communauté, il fallait plus que ça. Il fallait devenir indispensable dans tous les domaines de vie de chaque individu. L'ère industrielle vient avec l'ère de l'offre et de la demande, le monde marchand par excellence, où tout va devoir se vendre et s'acheter, même nous. Voilà le deal que l'État que nous connaissons aujourd'hui a fait à l'époque et continue à faire et auquel nous avons donné notre accord à notre naissance. Devenez libre. Pensez par vous-même. Épousez qui vous voulez sans demander la permission à qui que ce soit. Faites le travail qui vous convient sans demander ni à vos frères, ni à vos sœurs, père, mère ou cousins. Devenez indépendant de votre famille ou de votre communauté. En échange, nous allons devenir votre famille et allons vous donner une protection comme vous n'en avez jamais eu. Nous allons prendre soin de vous. Nous nous occuperons de mettre en place des systèmes pour que vous ayez de la nourriture sans aller dans les champs ou aller chasser. Nous allons vous trouver des logements et vous aider à y vivre. Nous allons nous occuper de l'éducation de vos enfants, nous prendrons soin de votre santé, elle sera d'ailleurs gratuite, on vous donnera du travail et si vous n'en avez pas, vous aurez aussi les aides sociales. Nous allons garder vos biens, votre argent et nous vous offrirons des moyens pour ne pas vous le faire voler. Ne vous inquiétez pas, vous serez protégé de tout agresseur par nos gardiens de la paix et puis, pour votre fin de vie, nous allons prendre soin de vous et mettrons en place des pensions et des assurances et de la protection. Comme vous l'avez bien compris, l'État et le marché, c'est-à-dire l'offre et la demande, sont devenus nos parents. Et aujourd'hui, ayant pris tous les aspects de protection de nos vies, les individus que nous sommes ne pouvons survivre sans eux. Cette dépendance physique est devenue aussi une dépendance psychologique. Par ce biais, les taxes ont pu apparaître, car bien sûr, aucun État-providence ne prendra soin des individus sans contrepartie. Alors il va falloir que tout le monde paie pour que tout le monde puisse bénéficier de ces services. Vous signez, n'est-ce pas? Mais alors, nous sommes devenus des marchandises car on nous a enlevés à notre famille, achetés par des promesses, et nous devons payer pour avoir le droit à ces promesses. Je vous remets la phrase du début. De nos jours, l'État et le marché satisfont l'essentiel de nos besoins matériels. Et nous vivons aujourd'hui une rupture extraordinaire dans nos vies d'individus. Perte de sens, perte de valeur, peur. Mais pourquoi? Car nos nouveaux parents, l'État et les marchés, nous mentent, nous manipulent et se contredisent. Nous découvrons que ceux qui doivent nous protéger nous tapent dessus. Ils sont d'ailleurs passés de gardiens de la paix à force de l'ordre. Nous découvrons aussi que ceux qui doivent faire respecter la loi sont corrompus, que ceux qui doivent protéger notre argent et nos biens nous exploitent et nous volent, que ceux qui doivent prendre soin de notre santé et de notre nourriture nous empoisonnent, et que ceux qui doivent nous éduquer nous conditionnent. Alors oui, nous sommes perdus, nos valeurs explosent et nous ne savons plus vers où aller. La spiritualité, quant à elle, a explosé en 1000 morceaux remplacés par la science, qui ne peut tout simplement pas répondre aux questions philosophiques. Car la philosophie ne se séquestre pas, ne se découpe pas, ne rentre pas dans des équations mathématiques. Perdu dans ces multiples ruptures, l'État et le marché peuvent alors jouer de stratagèmes, conditionnement par la peur, stratégie de manipulation, ordonner et punir ses enfants et les faire aller dans les directions qu'ils ont choisies pour eux. Nous avons pu le voir avec d'ailleurs toutes les injonctions subies avant, pendant et après le confinement par exemple. Crise économique volontaire, crise sanitaire inventée, crise budgétaire, virus Covid-19 est devenu le virus de la peur. Mais ne vous inquiétez pas, l'État veille sur vous. Cet esclavage psychologique est si puissante que la peur d'agir envers ses propres parents adoptifs, l'État et le marché, paralyse les 80% de la population. D'ailleurs, qui irait se battre contre son père et sa mère? Eh bien moi. Si un de mes parents ne respecte pas mes droits fondamentaux de liberté, nos parents ne sont pas nos créateurs ni nos dieux.
ce ne sont que des êtres qui ne savent même pas comment ils ont fait pour nous mettre au monde. Alors bien sûr, je parle du processus interne de 9 mois de gestation, je ne parle pas de l'acte sexuel, ça je pense qu'ils savent comment ils ont fait. Nos parents ne sont que des matrices qui ont accueilli notre âme pour qu'elle s'incarne, rien d'autre. Ils n'ont aucun droit sur nos valeurs psychologiques, sur nos valeurs spirituelles, sur nos choix de vie ou professionnels, ou même sur nos choix amoureux. Nous leur devons le respect, bien sûr, au même titre qu'ils nous doivent le leur. On parle de nouvel ordre mondial. Ok, alors là, je vois s'hérisser vos cheveux sur certaines de vos têtes. Mais essayons de comprendre ces 3 mots plutôt que de suite penser complotisme. L'expérience du Covid-19 nous a montré un exemple très frappant de ce nouvel ordre mondial. Une seule personne, Tedros Adhanom, directeur de l'OMS, a pu donner un ordre qui a changé l'histoire du monde en quelques semaines. Bon, ok, même si la totalité de cette idée ne vient pas que de son cerveau. Mais les États du monde entier ont répondu plus ou moins présents à cet ordre. Et même ceux qui n'ont pas répondu présent à l'ordre du père des pères ont subi l'état de choc du marché par cette crise économique violente que nous vivons et qui nous est imposée. Rappelez-vous, il faut les 2 composants dans un système sécuritaire d'exploitation humain. Un État qui prend la place des parents et le marché qui nous assure une sécurité. Donc, le nouvel ordre mondial montre sa puissance en temps réel. Un ordre a été donné et mondialement, nous l'avons exécuté. Pour faire simple et en étant généreux, 1% des personnes de la planète donnent des ordres que 99% d'individus suivent sans broncher. Ça fait en chiffres, pour arrondir, 75 millions de personnes qui contrôlent 7 milliards 425 millions d'individus. Alors on dit que le nombre fait la force, et bien dans le monde psychologique ce n'est pas le cas, et c'est même le contraire. Je vous laisse d'ailleurs méditer là-dessus et faire vos propres conclusions. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une guerre d'un nouveau genre. Les neurosciences n'ont jamais eu autant de vent dans les voiles de leur bateau. Et les premiers à bénéficier des résultats de ces recherches, ce n'est ni vous, ni moi. La guerre psychologique est bel et bien la plus puissante qui existe, car elle prend sa source dans une longue stratégie de manipulation des habitudes des individus que l'on veut contrôler. Quand une habitude est ancrée, il est très difficile de la faire partir, car de par nature, nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. Et le futur, demain, nous est inconnu. Alors on va préférer garder un mauvais deal de l'ancien temps plutôt qu'un meilleur deal mais incertain. On reste alors dans le même algorithme. Et pourtant, un algorithme est composé de diverses syntaxes. Et si vous voulez changer d'algorithme, il suffit juste de modifier une seule syntaxe. C'est tout le sujet de la psychologie algorithmique que j'enseigne d'ailleurs dans mes formations. Imaginons-nous rêver, car c'est bien la singularité des Homo sapiens que nous sommes. Si personne ne s'était confiné lorsque l'ordre avait été donné par le président de l'OMS, que serait-il arrivé? Peut-être ce que Madagascar ou l'Afrique ou même une grande partie de l'Asie vit. Très peu de décès et une liberté gardée et maîtrisée par nous. Un autre rêve. Si le jour du déconfinement, tout le monde serait resté chez soi et qu'on aurait profité de cette occasion unique pour demander des vrais changements durables pour la paix dans le monde, le respect des droits de l'homme et des animaux, la préservation de la planète avant toute autre décision politique, sous peine de ne pas reprendre nos activités. Que serait-il arrivé? Croyez-vous qu'on nous aurait obligés à marcher dehors? Allez, un autre rêve. Si tous les médecins, infirmiers et infirmières et citoyens avaient suivi les recommandations du Dr Raoult sur le traitement du Covid-19 avec l'hydrochloroquine, croyez-vous que tous les médecins auraient été radiés de l'ordre des médecins? Sur la même logique, si personne n'aurait porté de masque, si personne n'aurait signé de papier pour sortir de chez soi, que serait-il passé? La force se trouve en soi, à l'intérieur de soi, une force qui est à l'opposé de la peur. Cette peur est celle de perdre ses parents adoptifs et la prison dorée qu'ils nous offrent. Et cette force opposée a un nom, elle s'appelle l'amour. Elle s'appelle la confiance en soi, elle s'appelle la confiance en la vie, elle s'appelle la croyance en des valeurs profondément ancrées dans le respect de l'humain, des vivants et de la planète qui nous accueille. Cette force s'appelle la compréhension du sens de sa vie. Dans mes formations, j'appelle ça notre intention de vie, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec un but de vie. Cette force s'appelle aussi l'union. Quand tous les esclaves se donnent la main, ils peuvent faire tomber leur bourreau.
L'esclavage moderne prend sa source dans le fait de combler 5 des 6 besoins humains. La certitude, par la sécurité, par l'accès à la nourriture, les aides sociales, le logement, la santé, le travail. L'incertitude, aussi appelée variété, par des journées de vacances, le marché et ses gadgets, la possibilité de choisir son conjoint, son travail. La signifiance, en redéfinissant le sens de nos vies, centré sur une normalité par un travail acharné pour acheter nos moments de repos plutôt que sur l'expression de nos êtres. L'amour et la connexion, par un pseudo-droit d'expression et l'offre de plateformes où tout le monde peut crier et cracher son venin sans que cela n'entache les parents sacrés et tout leur système, sinon, on nous censure. Il y a aussi la croissance par une éducation programmée pour faire de nous des bons servants. Mais il manque le dernier, qui n'ont pas réussi à transformer et qui font que les lanceurs d'alerte, les éveilleurs de conscience, les sages modernes, et vous qui regardez cette vidéo, faisons que rien n'est perdu. C'est la contribution. Nous savons que notre présence sur Terre va au-delà de nos simples actions du quotidien. Nous osons être nous. Et oser être soi est le secret de sa liberté. Car pour être soi, il faut avoir coupé toutes les chaînes des peurs. Peur du regard des autres, peur de manquer, peur de perdre, peur de ne pas réussir et peur du résultat. Les États et les systèmes modernes ont créé des générations d'assistés. Et comme des lions qu'on nourrit depuis leur naissance dans des cages, ne sauront survivre en pleine jungle si on les relâche. Et pourtant, si vous voulez devenir une femme ou un homme libre, si vous voulez grandir intérieurement, c'est le seul chemin de votre liberté. Alors, pour reprendre le pouvoir sur votre santé, tout simplement, utilisez des médecines qui datent bien avant la médecine moderne. Refusez les vaccins, refusez les médicaments chimiques et prenez soin de votre corps par vous-même, du sport, de la méditation, des jeûnes réguliers, de la nourriture alcaline sans produit animal, un temps de sommeil et de repos suffisant, des pensées positives, des pensées d'amour, des lectures et des films qui vous éveillent. Tout ça contribuera à vous garder en bonne santé. Et vous n'aurez plus besoin de votre médecin, sauf peut-être une fois par an pour faire un bilan et voir ce que vous devez vous-même réajuster par votre manière de vivre et non par des produits chimiques. Ah oui, j'oubliais, les médecines naturelles ne sont pas remboursées. Eh bien, cela devrait vous motiver à prendre soin de vous. Le système n'aura alors plus de poids sur vous et votre santé, et vous reprenez 1 point de liberté sur 5. Vous voulez devenir libre avec le système financier? Ne faites pas de crédit, ou alors faites un crédit que si vous avez déjà l'argent. En Asie, ça s'appelle le back-to-back. Construisez par exemple vos projets avec ce que vous avez, ou réunissez-vous avec d'autres personnes. Et s'il vous manque des fonds, réunissez-vous avec des communautés ou des investisseurs qui ne vous mettent pas les couteaux sous la gorge. Et ne mettez pas tout votre argent dans une seule banque, ni dans le même pays. Négociez des modalités de paiement, par exemple, avec le vendeur d'un bien. Il y a 1001 façons de se réapproprier l'argent, la finance, sans passer par des organismes financiers. J'ai moi-même démarré de zéro et j'ai pu construire ma vie sans aucun crédit. Les seuls crédits que j'ai faits professionnellement étaient du back-to-back. Investissez de manière éthique et si vous ne savez pas comment faire, allez voir La Finance Autrement sur Facebook. Les gars sont vraiment bons. Et je vous mets d'ailleurs le lien dans la description. Vous voulez reprendre votre liberté sur l'éducation? Apprenez par vous-même à développer vos facultés par des formations de développement personnel par exemple, des formations de croissance individuelle, d'émergence spirituelle, de neurosciences, de maîtrise de soi, d'alimentation saine, de yoga, de méditation, de médecine naturelle. Formez-vous sans relâche à tout ce que l'éducation nationale ne vous forme pas. Et ça, dès le plus jeune âge. Offrez ces cours aussi à vos enfants. Déjà plusieurs de mes étudiants adultes le font pour leurs enfants. Moi-même, je suis en formation chaque année, en moyenne 3 formations par an, que ce soit en psychologie, en musique, en neurosciences, en médecine douce. Tout ce qui peut contribuer à élever mon âme et me rendre libre et en bonne santé physique, mentale et énergétique. Aussi, ne regardez plus les informations traditionnelles. Elles sont bien plus riches aujourd'hui par les journalistes des temps modernes, sur YouTube par exemple, qui ne sont pas enchaînés par une ligne éditoriale à suivre, ils osent prendre des risques. Vous voulez reprendre votre pouvoir sur la sécurité et les forces de l'ordre? Sachez que les forces de l'ordre n'ont qu'un pouvoir limité sur vous. Ils doivent avoir un motif très sérieux et solide pour agir. Il suffit de leur rappeler et ils n'auront pas le choix que de faire marche arrière. Restez juste courtois et ne rentrez jamais dans leur jeu de la violence ou de la haine, car cela donnera alors le pouvoir d'agir en utilisant cette loi conçue juste pour eux, le non-respect à un agent de l'ordre. Vous voulez reprendre le droit sur la justice et le droit aussi? Il vous revient d'apprendre les lois et de toujours faire ce que vous devez faire dans le cadre de ces lois. Moi j'aime dire, soyez dans la loi, mais hors leur loi. Par exemple, il n'y a pas une seule formation que je fais, ou une seule entreprise que j'ai montée,
où je n'ai pas pris au préalable les services d'un avocat, même une formation en ligne et à chaque fois. Pourquoi est-ce que je le fais? Simplement pour être dans la loi et éviter d'aller en justice en cas de problème. Et deux, pour être plus libre possible. J'ai appris ça dans une formation d'ailleurs d'Anthony Robbins, qui est le coach des coachs. Ça a changé ma vie, car en agissant ainsi, j'ai découvert que toutes les lois avaient leur contre-loi. Croyez-moi, ça change une existence. Et pour les taxes, au lieu de payer des taxes inutiles, de prendre des risques inutiles, vous payez juste les taxes nécessaires et le surplus. Cela vous permet de parrainer par exemple des associations, des projets d'œuvres humanitaires ou simplement d'aider des personnes dans le besoin. J'enseigne ça aussi en détail dans une de mes formations qui s'appelle Création Business. Reverser 20% à la communauté en taxes, ok, c'est raisonnable. Plus de 60%, je dirais que c'est du vol. Si vous osez être vous, alors vous allez attirer à vous des personnes qui, comme vous, veulent être eux-mêmes. Elles vont se retrouver en vous. Et à leur tour, quand elles deviendront elles-mêmes, elles vont attirer d'autres personnes. Remplir ce besoin dans votre quotidien est la clé de votre liberté, mais aussi la fin de votre esclavage psychologique. Regardez en vous qui vous voulez être, ce que vous voulez être, et osez être vous. Reconnectez-vous à vous-même. Et ça, un petit peu chaque jour, par exemple, en méditant. Vous ne savez pas comment faire? Eh bien, fermez les yeux. Respirez et écoutez votre corps, sans entrer dans vos pensées. Allez peut-être dans un centre de méditation le plus proche de chez vous, ou alors suivez mon programme en ligne d'1 an entièrement gratuit. Et si vous tenez jusqu'au bout, je vous assure que vous retrouverez votre liberté. Parce que vous serez mort tellement de fois que vous n'aurez plus aucune peur en vous. Au bout d'1 an de méditation, il ne vous restera que de l'amour, que de la vivacité intérieure, de la force intérieure, une vivacité d'esprit et une lucidité sur les événements qui se présenteront devant vous. Revenez vers vous, recentrez-vous et connectons-nous parce que nous sommes 99%. Et 1% de personnes qui ne cherchent que la haine, le pouvoir et le gain ne peuvent pas faire le poids contre 99% de personnes qui sont prêtes à s'aimer, qui veulent œuvrer pour la paix et qui sont alignées avec eux-mêmes. Osez être vous. C'est la seule issue de votre liberté.